Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur BFM TV, ravi de vous retrouver pour une soirée événement avec au sommaire ce soir un document ligne rouge inédit, exceptionnel, islamisme, enquête sur une menace. Après le choc provoqué par l'assassinat de Samuel Paty, nos équipes ont enquêté pendant plusieurs semaines sur la pression islamiste qui s'exerce en France. Existe-t-il par exemple des territoires sous influence, des territoires que l'islamisme chercherait à conquérir? Vous allez découvrir ce soir la vie de celles et ceux qui sont aujourd'hui menacés par des islamistes. Ce reportage que vous verrez dans une seconde sera suivi d'un débat. Je vous présente donc nos invités ce soir. Bonsoir Amélie Myriam Chély. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Vous êtes sociologue, spécialiste des islams politiques et de l'Iran également. C'est la première partie qui va nous intéresser surtout ce soir. Vous avez notamment enquêté sur la radicalisation des djihadistes en Europe. Bonsoir Hakim El Karoui. Bonsoir. Merci à vous également d'être là. Vous êtes politologue, essayiste et conseiller à l'Institut Montaigne. Vous venez de publier avec Benjamin Odaillé Les militants du djihad, portrait d'une génération. C'est chez Fayard. Marc Weitzman, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous, écrivain, journaliste, auteur de Un temps pour haïr chez Grasset, une enquête sur la psychopathologie du djihad. C'est l'un des aspects de votre livre. Vous présentez également, je le dis tout de suite, Signe des temps sur France Culture tous les dimanches. Avec nous également Quentin Bollier. Bonsoir Quentin, journaliste à BFM TV. C'est vous qui avez co-réalisé ce document Ligne Rouge. Comment vous le résumez en quelques phrases, en quelques lignes? En fait, on a essayé de savoir de quelle manière s'exprime un petit peu la pression islamiste au quotidien. Est-ce qu'elle existe? Qui la ressent? Qui est menacé? Et comment ça se passe? Donc c'est une pression qui n'est pas toujours visible, qui est souvent insidieuse, qui ne touche pas forcément tout le monde. Et donc ça a été les difficultés de l'enquête qu'on a essayé de surmonter. Islamisme. Enquête sur une menace, c'est un document ligne rouge inédit, signé Fanny Morel, Quentin Bollier, Léa Delfoli et Alexandre Funel pour BFM TV. Le lieu où il habite est un secret d'État. Impossible de le filmer de l'extérieur, ou même de montrer son quartier. Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo, est l'une des personnes les plus protégées de France. Je peux pas tout vous dire, déjà pour commencer. Enfin, la maison, disons, est relativement inattaquable. Il y a des blindages, les fenêtres, les machins, les portes... Vitres et portes sont conçues pour résister aux balles. 2 officiers de sécurité lui sont affectés 24 heures sur 24. Il dispose même d'une pièce entièrement blindée, avec réserve d'eau et de vivres. Faut casser un mur pour rentrer dedans, si vous voulez. Il y a un téléphone avec une ligne d'alerte, voilà. En cas d'attaque, ça permet de se réfugier avec la famille. Ça a été fait pendant une période très difficile. Voilà désormais 15 ans qu'il vit sous la menace islamiste, dans un silence qu'il juge assourdissant. C'est ça la vraie douleur. Le scandale, c'est qu'il n'y ait pas de scandale. Alors que c'est un scandale. C'est un scandale dont pendant des années tout le monde s'est foutu. Jusqu'à temps qu'on tue les gens de Charlie, qu'on tue Ali Bercacher, qu'on tue à l'école de Toulouse, qu'on tue le professeur Samuel Paty. Alors là, tout d'un coup, on se dit, il n'y aurait pas un problème de censure par la menace de mort, par la trouille, par la terreur. Parce que vous croyez que les gens, ils s'expriment librement quand c'est ça, quand c'est comme ça? Elle sert à ça, la menace. Ils sont une quarantaine, comme Philippe Val, à vivre ultra protégés. Mais qui sont ceux qui les menacent? Existe-t-il des territoires sous influence que les islamistes chercheraient à conquérir? Il ouvre la porte et il s'adresse en me menaçant, en m'insultant, déchire la une que j'avais affichée donc une semaine avant, fait une boulette et me l'adresse en disant « je vais te la mettre dans ton cul ». L'école républicaine et laïque est-elle encore un sanctuaire? Ou au contraire une cible privilégiée de l'islam radical? Bien là aussi, je pense qu'il y a avant et après Samuel Paty. Plus personne ne me taxe de xénophobie, de racisme ou d'islamophobie depuis.
Le fondamentalisme continue-t-il de séduire? Quel est le discours de ces nouveaux adeptes? Mila, si elle n'était pas sous protection, évidemment qu'elle serait déjà morte. Et plus vite que Samuel Paty après ce qu'il a dit, sûrement. Enquête dans toute la France sur la réalité de la pression islamiste. Je m'appelle Hassan Chalgoumi, j'ai 48 ans. Je suis l'imam de Drancy. Je suis parmi les personnes les plus menacées en France. Je suis devenu l'homme à battre par les islamistes, la cible prioritaire pour ces extrémistes. Même ma propre mosquée, je ne peux pas être tous les jours, impossible. Parce que ça devient un repérage. Ils vont savoir ton quotidien, quand tu sors, quand tu rentres. Et ça, c'est très grave, très dangereux pour la sécurité. Au début, je n'arrive pas à le comprendre. Mais maintenant, je ne veux pas dire que je suis rodé, mais j'ai pris l'habitude. Hassan Chalgoumi ne dort jamais plus de 3 nuits au même endroit. Et avant de rejoindre ses fidèles pour la prière, il suit un surprenant rituel. Jamais je parle de ça. Ça fait des années que je le porte. Je fais attention à ma vie. J'ai une responsabilité vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de moi-même. Et de continuer le combat à un prix très lourd. Ça signifie que je n'abandonnerai jamais ma religion. Selon l'état de la menace, c'est donc protégé par un gilet anti-couteau que l'imam prit dans sa mosquée. Au milieu des fidèles ou au premier rang, mais toujours sous le regard attentif d'un de ses gardes du corps. C'est des policiers français. Dans la salle de prière, ils sont obligés d'être là. Ils sont très proches, on ne sait jamais, il y a quelqu'un qui rentre couteau, arme ou n'importe quelle agression. À l'extérieur, une voiture est prête à démarrer pour une exfiltration en cas de menace soudaine. Qui en veut donc à Hassan Chalgoumi? Pourquoi doit-il prendre autant de précautions? Ce franco-tunisien dirige la mosquée depuis 2008. Figure médiatique, il agace et dérange. N'hésite pas à afficher son soutien à des responsables politiques. Et revendique sa proximité avec la communauté juive. Des prises de position qui lui valent de nombreux ennemis. Vous osez nous défier? Il y a d'abord des groupes terroristes, comme Daesh, qui l'a nommément visé. Je voudrais conclure en passant un message à Hollande, paillasson des Juifs, ainsi que Chalgoumi et Boubaker, les leaders de l'hypocrisie. Vous ne nuirez en rien à l'islam. Mais la menace est aussi plus locale. Pendant des années, l'imam a été la cible d'un homme. C'est celle d'accepter des gens comme ça qui continuent à détourner la religion de Allah Azza wa Jal. Il s'appelle Abdelhakim Sefrioui. On leur dit qu'on sera toujours là et qu'on sera toujours jusqu'au nettoyage définitif de notre mosquée et de toutes les mosquées en France. C'est lui qui est aujourd'hui en détention provisoire pour complicité dans l'assassinat terroriste du professeur Samuel Paty. Il l'avait désigné sur les réseaux sociaux. Des enfants de 12-13 ans, des musulmans, sont choqués, sont agressés, sont humiliés devant leurs camarades. On exige la suspension immédiate de ce voyou parce que c'était pas un enseignant. Un enseignant, c'est autre chose. En 2010, l'imam Chalgoumi se prononce en faveur de la loi interdisant le voile intégral. La méthode de Sefrioui est toujours la même. Il tente de retourner les fidèles contre Hassan Chalgoumi, qu'il accuse d'être à la solde des Juifs. Parce que celui qui a vendu la mosquée au CRIF, il est revenu pour reprendre sa place. Il peut former votre mosquée. C'est des bandes de fanatiques. Ils sont organisés. Non, il n'y a pas de musulmans. Vous nous dites l'extérieur. Il sort la solo. C'est lucide. Et les menaces qu'il profère à l'encontre de Chalgoumi et de ses soutiens sont sans équivoque.
Les services l'ont taillé comme il fallait. Ils font de lui un esclave fidèle à la cause de Sarkozy, c'est-à-dire des juifs, c'est-à-dire au-delà des intérêts des musulmans. Celui qui accepte que cet homme reste dans cette mosquée, Wallah al-Azim, sayabou bi ghadabin min Allah. Pourquoi? Parce que cet homme est là pour servir les ennemis de l'islam. Les troubles durent plusieurs mois. La tension sera telle que Chalgoumi est même un jour exfiltré en urgence de sa mosquée. L'officier, avec quelqu'un d'autre, ils ont entendu quelqu'un qui l'a dit « tue-le », en arabe. Et à l'intérieur de la mosquée, il y avait un groupe de 50 ou 30 Allahu Akbar criant, Allahu Akbar à l'intérieur. Ils étaient préparés, ou je sais pas. Et c'est là aussi, c'était un policier, ils m'ont mis dans la voiture, ils m'ont fait sortir de la mosquée. À l'époque, Abdelhakim Sefrioui n'est pas inquiété. Mais il a contribué à faire de Chalgoumi un traître aux yeux d'un certain nombre de musulmans. Il y a un proverbe chez les islamistes. Si vous avez 10 balles, 9 pour le traître et 1 pour l'ennemi. Moi, je suis le traître. Et dans ce cas-là, n'importe quelle personne qui n'a pas assez d'intelligence, ni de sagesse, ni d'éducation, qui a une culture de violence à l'intérieur, il peut passer à l'acte. Pour désigner les ennemis supposés de l'islam, les activistes islamistes ont aussi recours à une arme puissante, les réseaux sociaux. Parmi les plus actifs, on compte Idrissi Hamedi. Et ça, c'est la réponse de vos frères et de vos sœurs, des dons qui vous venaient des États-Unis, du Canada, de France, de Belgique, du Maroc. De son vrai nom, Driss Yemou, il a fondé l'association française Baraka City, une ONG d'aide humanitaire qui est intervenue en Centrafrique, en Syrie. On est arrivé dans certains coins à Alep où il n'y a vraiment plus aucun signe de vie. Ou auprès des Rohingyas au Bangladesh. Vous vous présentez comme musulman orthodoxe. Musulman normal. Il s'est fait connaître en janvier 2016, lors d'une interview à la télévision. Vous serrez la main aux femmes, par exemple? Non, comme certains rabbins, je ne serre pas la main aux femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous condamnez l'État islamique clairement ou pas? Est-ce que vous condamnez les agissements de l'État islamique? Si je me permets, je vous pose une question. Je vous demande, vous, la question en tant que responsable de Baraka City. Est-ce que vous condamnez l'État islamique? Moi, en fait, je vous réponds très clairement que je pense que ce n'est pas équitable, ce n'est pas juste de poser la question à un musulman comme moi parce que je suis musulman. Sur les réseaux sociaux, fort de dizaines de milliers de followers, il montre du doigt ce qu'il considère comme anti-musulman. Une femme en a fait l'amère expérience. Je m'appelle Rabia Frano Morles. Je combats l'intégrisme religieux islamiste. Cette artiste franco-marocaine a été victime d'un raid numérique et de milliers d'insultes après avoir co-signé une tribune. Il nous est apparu urgent à nous autres, Français de culture ou de confession musulmane, humanistes, progressistes et féministes, de prendre la parole publiquement. Le port du voile est le signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran. Je suis contre le voile, je ne suis pas contre des femmes voilées, je suis contre le voile en tant qu'étendard politique. Les insultes ont déferlé après qu'elle a été citée, entre autres, par le compte Twitter de Baraka City et ses plus de 50 000 followers. Elle est alors qualifiée de porte-étendard de l'islamophobie. Leur stratégie, c'est balancer les personnes, jeter en pâture des personnes. Ils ont des milliers de followers qui les suivent et après, ces suiveurs s'occupent du reste. Vous en avez reçu combien en tout? Au-delà d'une centaine. Mais quand je dis centaine, c'était par jour. Hein. À un moment donné, c'était par jour. Ça a duré une dizaine de jours. Oui, un millier. Hein. Un monsieur qui me dit « je t'encule », qui s'appelle Broly. Sinon, il y a des ponts ou des trains, donc suicidez-vous, en fait. Nous vous trouverons partout, car nous pouvons atteindre n'importe qui en faisant un petit truc d'un couteau. Et ça, c'est tout petit bout, vraiment tout petit des messages qu'on peut avoir. Rabia Frano Morles n'a pas souhaité porter plainte.
Mais Idriss Sy Ahmedi a été jugé cet hiver pour cyberharcèlement à l'encontre de 2 autres militantes laïques. Nous abordons le fondateur de Baraka City avant une audience. Monsieur Ahmedi ? Bonjour, Quentin Bollet, je travaille pour BFM TV, on peut vous poser... Ah non, mais BFM TV... Il réfute toute volonté de nuire et évoque une simple confrontation d'idées. Très bien, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai environ 6-7 journalistes. Je peux dire effectivement que je me sens harcelé. Et pourtant, c'est pas le cas. Ça fait partie du débat contradictoire, ça fait partie du débat démocratique. Je participe à ça. Mais est-ce encore du débat ? Ces derniers mois, ce Parisien s'est illustré par des publications flirtant avec l'apologie du terrorisme. Mourir martyr, c'est la plus belle chose dans la vie d'un croyant. Aimer la mort comme ils aiment la vie. Une phrase prononcée par le terroriste Mohamed Merah avant l'assaut de la police. Et son ennemi principal, c'est l'esprit Charlie. Personne ne peut offenser notre prophète. Qu'Allah maudisse Charlie et enflamme leur tombe à la chaleur du soleil. Ces posts ont été effacés, mais à notre micro, Idriss Sy Ahmedi continue de jouer avec la ligne rouge. Ça vous dérange ? C'est-à-dire que je dise que les seigneurs brûlent les tombes. C'est-à-dire que vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont décédées, qui sont mortes dans les attentats, et vous souhaitez que... Très bien, mais pas du tout. Mais attendez, écoutez, c'est pas de la grillade cette histoire. Vous voyez bien que ça n'a rien... Vous avez parlé de Non, pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a un message plus profond. Donc vous, si maintenant vous voulez... un message plus profond. Mon message, c'est exactement ce que j'ai dit dans le tweet et qui n'a pas été relevé. Le couteau à 2 tranchants, la langue en a 100. C'est-à-dire que la liberté d'expression a ses limites. Point barre. Moi, on me l'a fait comprendre, j'ai supprimé mon tweet. Parce que on me fait comprendre que ça suscite un émoi au sein d'un certain nombre de personnes, qu'il y a des personnes qui sont heurtées. Je retire les tweets, il n'y a pas de problème. L'ONG Baraka City a été dissoute en novembre 2020 en raison des propos tenus par son fondateur. Le Conseil d'État a considéré qu'ils incitaient à la discrimination, à la haine ou à la violence. Mais cette guerre d'influence ne se joue pas que sur Internet, elle a lieu aussi dans la rue, au quotidien. Saint-Denis, 110 000 habitants. La basilique où reposent les rois de France. Des quartiers populaires. Et d'autres en cours de gentrification, avec de nouveaux habitants venus de Paris. Depuis novembre 2019, la ville compte même une fromagerie. Son ouverture a été un petit événement. 155, désolé monsieur. Alors 19,95 s'il vous plaît. La boutique tourne bien, les clients sont satisfaits. Son patron, Éric Legros, est un lecteur régulier de Charlie Hebdo. Au moment du procès des attentats de Charlie Hebdo, j'ai pensé soutenir ces rescapés et en affichant les unes de Charlie Hebdo le temps du procès. Désolé. C'est ce que j'ai commencé à faire dès le début du procès, là, début septembre. Celle qui était encore plus drôle, c'est celle-là. Quand il y a du monde qui attend, ça m'arrive de dire bon, à qui le tour, quoi. Et là, ça c'est... Il faudra quelques jours à peine avant qu'un homme au ton menaçant ne s'introduise dans la boutique et arrache la une, scotchée en vitrine. Mais Éric Legros ne renonce pas à montrer Charlie Hebdo dans son magasin. 2 semaines après le premier incident, un nouvel individu l'interpelle en désignant les caricatures. Et puis, il est parti. 20 minutes après, il est revenu. Et là, cette fois-ci, avec un téléphone pour filmer la boutique. Et il a échangé avec quelqu'un qui, semble-t-il, lui donner des ordres. Et ce monsieur, en fait, sans dialoguer, sans rien, s'est mis à déchirer la une et est parti, de nouveau. Comme 15 jours avant, quoi, en fait. C'était pas le même et ce monsieur semblait, en fait, sous ordre. C'est-à-dire obéir à des consignes qu'on lui donnait en direct. Ça permettait de comprendre qu'en fait, il y avait plusieurs personnes qui étaient à la manœuvre
Et que ce monsieur-là agissait sous ordre, donc prêt à faire tout et n'importe quoi. Et j'ai trouvé ça, à la limite, plus inquiétant que la première fois. Éric Legros a porté plainte pour menaces et insultes. Je pense aussi que mon initiative, même si ce n'était pas le but, confirme par certains aspects qu'on ne peut pas tout dire. Alors je ne sais pas si c'est propre à Saint-Denis ou pas, mais en tout cas, le fait est que pour une partie de ses habitants, le message ne passe pas. Mais ce n'est pas la majorité non plus. Les actes d'intimidation envers ce commerçant sont-ils le signe d'une ville sous influence? C'est la thèse de l'islamologue Bernard Rougier, qui a consacré un livre à ce qu'il appelle les territoires conquis de l'islamisme. Ce que ça montre, si vous voulez, c'est la capacité dans le milieu de Saint-Denis, de ces organisations islamistes et de ces réseaux islamistes à diffuser leur conception à une partie de la population, y compris celle qui n'est pas forcément islamiste, mais qui se sent tout à coup appelée à un devoir de solidarité. La rue du Fromager est un étonnant mélange. Elle compte plusieurs boutiques de mode islamique, mais aussi des vitrines plus olé olé, de nombreux commerces halal et 2 cavistes, plusieurs brasseries et restaurants. Quelle est alors la réalité de la contrainte religieuse? Selon certains habitants, elle existe bien et s'exerce d'abord sur les musulmans considérés comme modérés. L'un d'entre eux, restaurateur en centre-ville, a accepté de nous parler, hors caméra. Voici ses propos. Moi, par exemple, j'ai toujours vendu de l'alcool. Plusieurs fois, on m'a fait des remarques. Des gens sont passés devant ma vitrine en crachant, en disant que ça se faisait pas. J'ai un peu de vin, de la bière, mais j'ai de moins en moins de demandes. Mais je veux pas être sans alcool. Je sers, je veux continuer. Par principe, en fait. Je veux pas arrêter de vendre de l'alcool. Je mets des canettes de soda en vitrine, visibles de l'extérieur du magasin. Mais je peux pas mettre la bière en évidence. Ça, je peux pas me le permettre. Je perdrai tous mes clients. Le restaurateur, qui revendique sa confession musulmane, a aussi reçu il y a quelques années une étrange visite. Ils sont venus, c'était des gens de la mosquée. Il était 22h et ils m'ont dit « Ferme le vendredi et comme ça, promis, les autres jours, t'auras tellement de monde qu'il y aura de la queue devant ton magasin, jusqu'au bout de la rue. » Mais moi, fermer le vendredi midi, ça m'intéressait pas. J'ai des clients, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Mais quelque part, c'était une manière de dire que j'étais pas un vrai musulman, en fait, pour eux. Cette pression insidieuse est un sujet brûlant. Les commerçants concernés refusent d'en parler publiquement. Contacté par téléphone, l'un d'entre eux coupe court à la conversation. Je tiens ma vie, tout ça. C'est-à-dire? J'ai pas envie d'avoir de menaces derrière, c'est pour moi. Voilà. Je vais m'en appeler. Eh ben, merci. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Merci, au revoir. D'autres, à l'inverse, font de la montée du religieux un argument commercial. 2 salons proposent aux femmes voilées de se faire coiffer à l'abri des regards. Voilà, si vous voulez visiter ma niche, d'accord, allez-y. Soit dans une salle à part, à l'étage. Ok, normal, parfait, d'accord, ça, voilà. Ou comme ici, derrière une vitrine opacifiée. Pour les gérantes, rien de dérangeant. Elles s'adaptent juste à la demande. Ouais. C'est cliché, non, mais voilà, pas ouais. Ouais. Merci. Vous avez la monnaie? Rien d'illégal dans ce marketing religieux qui pour beaucoup d'habitants ne pose aucun problème. Pour d'autres, en revanche, c'est le signe que les islamistes considèrent la ville comme une terre de conquête. Parmi eux, ce professeur de physique, désormais à la retraite. Je m'appelle Benhabib Fouzi, donc je réside ici dans la ville de Saint-Denis depuis pratiquement 25 ans. J'étais venu d'Algérie.
Il raconte avoir quitté Oran en 1994, menacé de mort par le GIA. Il se dit effrayé d'avoir retrouvé à Saint-Denis l'idéologie qu'il fuyait alors. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui, dans la ville de Saint-Denis, il y a un projet qui est en marche. Donc l'objectif est d'imposer les standards de l'islamisme politique dans la ville. Ce militant laïque nous propose de l'accompagner discrètement dans les rues de sa ville. Et ici, c'est un stand pour les enfants? C'est le coin pour les enfants. D'accord. Et qu'est-ce qui en vente ici? Il y a des veilleuses, il y a des Corans pour enfants, il y a tout quoi. Par exemple, il y a une poupée avec son visage et tout, mais qui est parfaitement voilée. Donc déjà, on éduque les enfants dans ce sens. D'accord. Voilà. Donc ici, on a un ours en peluche. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Il n'a pas Dieu. Et pourquoi il n'a pas Dieu? Parce que la représentation en islam de la figure est tabou. Pour les musulmans les plus rigoristes, il est interdit de représenter ce que Dieu a créé. Chez les islamistes, ils ont un slogan qui est important. Il s'agit d'islamiser la modernité et non pas de moderniser l'islam. Quelques immeubles plus loin, dans la même rue, une librairie islamique. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'elle est non seulement religieuse, mais d'après vous, islamiste? Il faut rentrer à l'intérieur et il faut regarder les ouvrages. On peut aller jeter un coup d'œil? Bien sûr. Sur les rayons, des œuvres d'écrivains modérés, mais on trouve aussi de nombreux auteurs considérés comme références majeures de la mouvance islamiste, comme Ibn Taymiyyah, une des sources d'inspiration du salafisme djihadiste. Un livre de l'écrivain antisémite et négationniste Roger Garaudy. Et puis il y a cet ouvrage posé en évidence sur le présentoir, La Voix du musulman. Nous l'achetons avec quelques autres. Merci à vous. Au revoir, monsieur. C'est une sorte de mode d'emploi de l'islam radical, livre de chevet de nombreux djihadistes, en vente libre en France. On peut y lire, entre autres atrocités, les peines à infliger aux homosexuels, les jeter du haut du plus grand immeuble de la ville, la tête la première, puis les achever avec des pierres. Ces livres, à mon sens, produisent de la violence symbolique. Sur les femmes, sur les homosexuels, sur la société, sur les non-croyants. Les phrases sont d'une violence incroyable. La plupart des librairies islamiques possèdent dans une très grande majorité, on a fait des études quantitatives à ce sujet, une littérature qui est la littérature du salafisme. Cela inquiète-t-il les autorités? La nouvelle équipe municipale est au pouvoir depuis 6 mois. Elle assure prendre le phénomène au sérieux. C'est des faits qui existent. Malheureusement, dans une ville dans laquelle il y a une précarité qui est relativement importante, dans laquelle des gens sont en difficulté sociale, dans laquelle les gens sont parfois du coup plus vulnérables. Il y a quelques individus qui sont radicalisés, quelques individus qui placent la religion au-delà d'autres valeurs et qui du coup mettent la pression effectivement sur certaines personnes. Mais je veux vraiment insister sur le fait que ça reste des faits marginaux, que la ville n'est pas sous emprise d'un tel phénomène. De son côté, la préfecture de Seine-Saint-Denis dispose depuis 1 an d'une cellule de lutte contre l'islamisme et le repli communautaire. Une quinzaine d'établissements ont été fermés dans le département, mosquées, salles de sport et 6 écoles coraniques clandestines. Et dans toute la France, des centaines d'individus sont étroitement surveillés. Ça commence par un coup de téléphone au standard d'une matinale radio. RMC, bonjour, quel est votre prénom? Qu'est-ce que vous voudriez dire à l'antenne en 2-3 phrases? Au bout du fil, Jérémy, 33 ans, habitant la région toulousaine. On va faire vite parce que je vais essayer de vous faire passer à l'antenne dans quelques instants. Nous sommes le lendemain de l'attentat contre la basilique Notre-Dame de Nice. Oui, bonjour Apolline. Je suis
pour l'État, on va dire, radicalisé, fichier S, tout ce que vous voulez, madame. Oui. Oui. Donc, par exemple, quand on dit salafiste, techniquement, pour nous, c'est quelqu'un qui suit les anciens. En gros, quelqu'un qui suit le Coran. C'est comme un chrétien qui suit la Bible. Juste, il pratique son livre, la personne, en fait, si vous voulez. Entre les lois de la République et les lois de votre religion, de l'islam, qu'est-ce qui est le plus important? Je vous demande pas si c'est opposé, je vous demande juste qu'est-ce qui est le plus important. C'est celle de ma religion, évidemment, voilà. mais je respecte les lois de la République. Nous avons recontacté cet homme. Suite à ses propos sur RMC, il a fait l'objet d'une perquisition judiciaire qui n'a rien donné. Il a accepté de nous recevoir, non loin de chez lui, quelque part dans le sud de la France. Jérémy nous a longuement raconté son parcours de converti. J'étais en reconversion professionnelle, en formation, dans un centre du Tarn. Et un Tunisien d'une 40aine d'années qui priait tous les jours à notre formation. Et je lui ai demandé de me passer un Coran, comme ça. Il m'a donné un Coran et il m'a dit d'en prendre soin. J'ai commencé à lire ce livre et je m'en suis plus jamais séparé. Et j'en suis venu à la conclusion que cette vie, c'était pas ça. Donc j'y ai donné un autre sens. Il assure que sa conversion religieuse l'a fait sortir de la délinquance. L'homme de 33 ans s'est marié et a désormais 2 jeunes enfants. Il pratique un islam rigoriste. Moi, c'est ce que je recherchais. Je recherchais une femme qui soit voilée parce que c'est ma vision de que en islam, une femme, elle est voilée. Je dis pas que quelqu'un qui est pas voilé, c'est pas une musulmane. Dieu seul le sait. Mais pour moi, une musulmane, c'est une femme voilée. La question du voile est pour lui indiscutable. Une position rigide, incompatible à ses yeux, avec la laïcité à la française. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on interdise ci ou ça dans un espace public, alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, il n'y a pas de problème. Il y a des infirmières, elles sont voilées. Les femmes voilées des musulmans, elles travailleraient plus au jour d'aujourd'hui, elles créeraient de la richesse, certainement. Je vois pas la neutralité, je vois plus dans la laïcité un anti-quelque chose que autre chose, en fait. Et demain, si la France elle interdisait de porter le voile, eh bien oui, je serais obligé de partir parce que ma femme, elle ne quittera pas le voile. Elle a décidé d'être musulman et pas autre chose. D'où vient une telle intransigeance? Jérémy est très proche d'Olivier Corel, qui l'a marié religieusement. Surnommé l'émir blanc d'Artigat, de son vrai nom Abdelila Al-Dandachi. 2 minutes. Non mais... Il est le fondateur d'une communauté salafiste, par laquelle sont passés notamment Mohamed Merah ou les frères Klein. Jérémy condamne les attentats terroristes, mais quand on évoque avec lui le cas de la jeune Mila, menacée de mort pour avoir insulté le prophète, son discours soudain se durcit. Mila, si elle n'était pas sous protection, évidemment qu'elle serait déjà morte. Et plus vite que Samuel Paty après ce qu'il a dit, sûrement. Parce qu'il y aurait toujours quelqu'un qui ne va pas accepter cette chose qu'elle a dite, ou cette chose que M. Paty a fait. Il y aura toujours un taré que pour qui c'est pas acceptable. Parce que son cerveau lui dit ça, que c'est pas acceptable et que lui mérite d'être puni, que c'est un ennemi. Enfin, c'est ce que les personnes, je m'imagine, se disent, vous voyez. Et si quelqu'un s'en prenait à Mila, vous le condamneriez? Oui, je vais dire, il n'aurait pas dû faire ça, mais ça ne change rien que ce qu'elle a dit. Je dis pas... Elle a cherché les problèmes, je veux dire, en fait, en soi. Jérémy a choisi de vivre en communauté, avec d'autres familles partageant sa pratique de l'islam. Il aimerait ouvrir une école en adéquation avec sa foi pour y scolariser ses enfants.
suis un ancien instituteur qui est devenu principal de collège et qui a eu la chance d'exercer dans les collèges les plus difficiles de Marseille, les 3 collèges les plus difficiles. J'y ai constaté une extrême misère sociale d'abord. J'y ai constaté beaucoup de souffrance chez les élèves, beaucoup de désarroi dans les familles qui ne retrouvent que finalement les valeurs du religieux pour se trouver des repères. À Marseille et dans le reste du pays, l'islamisme est-il entré dans l'école ? Aux premières loges, l'ancien principal Bernard Ravet dit avoir assisté au début d'une offensive. Le premier élément que j'ai constaté d'une adhésion à un islam radical, c'est les attentats du 11 septembre. Dans les quartiers nord de Marseille, on klaxonne comme si l'OM avait gagné un match. Et non, ce n'est pas l'OM qui a gagné un match. Quelques années plus tard, on a aussi des enfants qui portent le prénom d'Oussama. C'est lourd de porter le prénom d'un chef terroriste. Les années passant, les événements se multiplient qui montrent à ses yeux une poussée de la pression religieuse. C'est un jour où une de mes jeunes profs d'histoire géo me dit j'ai un de mes meilleurs élèves qui, en cours d'instruction civique à l'époque, m'a dit mais la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes. Et je lui demande mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit c'est dans le petit livre qu'on m'a donné à la mosquée. Donc là, je dis à la prof, essayez d'avoir ce petit livre, qu'on puisse le voir, qu'on puisse le toucher, qu'on puisse lire ce qu'il y a dedans. Édité par le ministère des Affaires islamiques d'Arabie Saoudite, c'est en réalité un guide destiné aux pèlerins se rendant à la Mecque. Quelques pages donnent les grandes lignes de l'islam, dans une version pure et dure, qui considère que la charia est supérieure aux lois établies par les hommes. Elle passe au bureau, elle me dit ben voilà, j'ai le petit livre, et la mosquée, ben elle me dit là, venez, on ferme la porte de votre bureau. Et là, elle me dit monsieur, l'élève m'a dit que c'était la mosquée du surveillant, avec le prénom du surveillant. Et là, je suis tombé des nues, parce que j'avais le loup dans la bergerie. Bernard Ravet alerte en vain le rectorat, puis se rapproche de la hiérarchie policière. Je prends contact avec le commissaire de police, et il me dit il faut te rapprocher des renseignements généraux. Et là, les services des renseignements généraux m'ont expliqué que le petit livre était imprimé en Arabie Saoudite et qu'il était interdit en France. Et puis quand on s'est mis à parler du surveillant, il me dit ce monsieur, ça fait 6 mois qu'on le suit. Aujourd'hui, on dirait il est fiché S. Quelques semaines plus tard, le surveillant s'est mis en disponibilité et Bernard Ravet ne l'a plus jamais revu. Ce qui se passe alors dans ce collège relève-t-il de l'exception? Une chose est sûre, de la maternelle au lycée, à la ville ou à la campagne, aucun secteur n'est à l'abri de la menace. Voici Manosque, dans les Alpes de Haute-Provence. La ville de Jean Giono compte 22 000 habitants et 9 écoles primaires. La tranquillité de l'une d'entre elles est brisée depuis quelques mois par un père de famille aux revendications extrêmes. Il s'est plaint un jour de ce que sa fille de 9 ans était assise à côté d'un garçon. Alors on lui a expliqué que c'était comme ça en France et qu'il n'y avait pas lieu de s'en plaindre. Ensuite, il est revenu à la charge en disant que sa fille avait été importunée par le garçon qui était assis à côté d'elle. L'homme est d'origine tchétchène.
Arrivé en France en janvier 2017, il dépose une demande d'asile politique. En attendant son examen, ses enfants sont scolarisés à l'école publique. C'est quelqu'un qui comprend quelques mots de français, mais qui ne le parle pas forcément très bien. Donc souvent, il se faisait assister soit par une autre enseignante qui maîtrisait un petit peu quelques mots de russe, soit par des personnes extérieures. Il refuse également que sa fille aille à la piscine. Le 1er octobre 2018, l'équipe éducative lui fait un rappel à la loi lors d'un entretien. Les principes de l'école républicaine lui sont exposés. L'école est laïque, l'école est mixte, la piscine est une activité obligatoire. Moins de 2 mois plus tard, le père de famille se présente de nouveau devant l'école et menace à plusieurs reprises les enseignants. 3 d'entre eux ont porté plainte et décrit la scène aux enquêteurs. Il se plaignait que sa fille soit à côté d'un garçon. Ma fille musulmane, ma fille musulmane. Il s'est adressé à notre collègue en ces termes. Moi tchétchène, toi problème. Et a mimé un geste d'égorgement avec le pouce. Juste après, il a parlé en arabe en levant un index social. Madame qui parle arabe a dit qu'il invoquait le prophète pour mettre à exécution sa menace. Il est sorti de l'établissement, j'ai verrouillé le portail, il m'a alors fait face. Il m'a dit aujourd'hui toi boss, moi bientôt boss, puis il m'a fait un signe d'égorgement avec le pouce. Bien sûr qu'on a peur quand on est confronté à cela, mais on a peur plus de l'incompréhension et du fait où ça peut aller. Le prévenu est condamné une première fois, mais il récidive 2 ans plus tard et menace de nouveau de mort la directrice. En janvier 2021, il écope de 6 mois de prison avec sursis et n'a plus le droit de s'approcher de l'école. Là, dans notre cas, Dieu merci, ça s'est limité à des menaces. Dans le cas Paty, malheureusement, c'est passé à l'exécution. S'agit-il d'un cas isolé ? Les incidents graves, comme les petits signaux faibles, sont regroupés sous le terme d'atteinte aux valeurs de la République. On a, l'année dernière, 950 cas qui ont été signalés. 950 cas pour plus de 12 millions d'élèves, donc on voit que ça reste relativement faible. Le premier comptage qu'on a eu, c'était donc 90. Sur les foulards, c'était 400 cas. En 2015, on a eu le comptage sur les contestations de minutes de silence Charlie Hebdo. On en avait beaucoup parlé à l'époque. Et là aussi, on était à quelques centaines de cas, 250 de mémoire. Donc c'est quelque chose qui reste toujours à quelques centaines de cas pour toute la France. Un phénomène très minoritaire, mais une tendance se dessine depuis l'assassinat de Samuel Paty. La volonté des enseignants de sortir du silence, malgré la peur des représailles. J'aimerais bien pouvoir parler à visage découvert, même avec un masque, mais dès qu'on se met à parler de ces sujets délicats et brûlants, eh ben oui, l'histoire a prouvé malheureusement qu'on pouvait se faire du souci. Nous l'appellerons Nathalie. Cette femme enseigne depuis plus de 20 ans dans une école élémentaire du sud de la France. Ces dernières années, elle a constaté à travers plusieurs signes la montée de l'islam rigoriste chez ses élèves, âgés de 6 à 8 ans. Ce sont de petits signes que l'on voit de plus en plus dans le comportement des enfants, dans leur attitude. Par exemple, les petites filles, en été, si elles portent une jupe ou si elles portent une robe, ne le portent quasiment plus sans avoir un legging dessous. Même s'il fait 35 degrés. Il y a le fait aussi que les garçons et les filles ne veulent pas s'asseoir à proximité sur le banc quand on raconte une histoire, quand on fait une activité. Il y a une distance qui s'impose, voilà, plus qu'avant. Ce que j'ai observé de façon assez récente, c'est le rapport à la musique. Avec notamment assez récemment un élève, alors que je passais un morceau de musique, s'est bouché les oreilles. Voilà. Le Coran n'interdit pas formellement la musique. Mais certains courants rigoristes de l'islam interprètent un verset comme la qualifiant de péché. Quand vous êtes confronté à des événements comme ceux que vous nous avez racontés, des petits signaux, comment est-ce qu'ils réagissent, vos collègues? Qu'est-ce qu'ils disent?
Eh bien là aussi, je pense qu'il y a avant et après Samuel Paty. Je sens que les signaux d'alerte que je lance depuis un petit moment sont perçus avec beaucoup plus de gravité, avec beaucoup plus de sérieux. Plus personne ne me taxe de xénophobie, de racisme ou d'islamophobie depuis. Face à cette situation, le personnel éducatif peut parfois se sentir impuissant. Alors, quand certains enseignants craignent d'aller au-devant des élèves, d'autres les remplacent, comme dans ce lycée en Côte d'Or. Je suis professeur d'histoire, géographie et enseignement moral et civique dans un lycée à Beaune, donc en Bourgogne. Par rapport à ce qui s'est passé avec Samuel Paty, il y a eu une appréhension très légitime de la part de collègues de certaines disciplines qui n'étaient pas forcément familières avec l'enseignement de valeurs républicaines, l'enseignement moral et civique. Eh bien, je me suis proposé justement d'animer ce temps d'échange-là. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est la journée de la laïcité. Et donc, à ce titre, vous êtes ici présents pour un temps d'échange. Vous avez le droit de vous exprimer ou de ne pas vous exprimer. Mais j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à ce qui s'est passé concernant Samuel Paty. Voilà. Assassiner une personne juste parce qu'elle était contre les idées de soi-même, du coup, je trouve que c'est complètement bête, quoi. C'est ridicule d'avoir tué quelqu'un juste parce qu'il a voulu s'exprimer, montrer des caricatures, quoi. Je pense que ce qui s'est passé est inacceptable. Je ne souhaite pas m'exprimer. Qu'on s'exprime ou pas, on est tous d'accord pour dire la même chose. Hein. C'est impardonnable et puis bon, c'est choquant. Partie de votre quotidien. L'établissement n'a pas connu d'incident lors de l'hommage à Samuel Paty, mais évoquer les questions des religions, de la laïcité ou des caricatures, cette avancée en terrain miné. Personnellement, je ne sais plus si maintenant il faut s'exprimer comme on le pense, au risque de heurter certaines personnes, que de rien dire et de garder ça en nous pour ne blesser personne, quoi. C'est pénible parce que c'est un sujet hyper sensible, faut qu'on prenne des pincettes pour répondre. Alors, justement, bon, je vous arrête tout de suite. Ce temps d'échange-là, c'est pas une surenchère du politiquement correct. Non, mais bien sûr, mais voilà. on ne peut pas se permettre de faire une erreur en répondant à des choses comme ça. Non, mais ce que vous pensez, ou des questions. Voilà. Un sujet, il est sensible, pourquoi ? Pourquoi ? Oui. Ça touche personnellement, en quoi ça les touche gens personnellement, mais ça peut être aussi délicat parce que la notion n'est pas maîtrisée. La laïcité, elle est là pour protéger la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. Sur la laïcité, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Ou pas ? Dans un récent sondage, plus d'un lycéen sur deux se dit favorable au port de signes religieux, comme le voile, dans les établissements scolaires. C'est 2 fois plus que dans l'ensemble de la population. Pour certains, le signe d'une victoire du discours islamiste. Pour d'autres, c'est au contraire la marque d'une plus grande tolérance chez les jeunes générations. Voilà pour ce long format Ligne Rouge, islamisme, enquête sur une menace. Pour parler, pour débattre de ce que nous venons de voir, je vous présente à nouveau nos invités. Amélie Myriam Chéli, vous êtes sociologue, je le rappelle, spécialiste des islams politiques, spécialiste de l'Iran également. Hakim El Karoui, politologue, essayiste et conseiller à l'Institut Montaigne. Vous venez de publier Les militants du djihad, portrait d'une génération. Marc Weitzman, écrivain, journaliste, auteur de Un temps pour haïr chez Grasset. Et avec nous également Quentin Bollier, journaliste à BFM TV. Vous avez co-réalisé ce document Ligne Rouge. Ma première remarque, ma première question, elle est pour vous, Amélie Myriam Chéli. Dans ce que l'on vient de voir, qu'est-ce qui est pour vous la scène la plus symbolique, la plus symptomatique de cette pression islamiste qui s'exerce aujourd'hui en France ? Elles le sont toutes, parce que finalement, ce documentaire me semble être beaucoup plus orienté sur un problème qu'on a encore un peu de mal à nommer, en fait, c'est la lutte des discours.
C'est la lutte des discours. En sociologie, on fait la distinction entre le discours majoritaire, qui est le discours qui est décomplexé et qu'on peut tenir peu importe l'auditoire qu'on a face à soi. Et le discours minoritaire, c'est le discours qui est complexé et en général, on fait attention à qui on a devant soi pour le tenir. C'est un peu ce que l'on vient de voir dans la dernière scène au lycée. Voilà, dans la dernière scène, puis même dans les statistiques qui ont été exposées à la fin, où on voit que finalement la jeunesse est un petit peu moins sur la même longueur d'onde que l'ensemble de la population, on voit progressivement une sorte de décentrement du discours qui commence à perdre sa majorité pour finalement progressivement faire en sorte qu'on assiste dans certains environnements à d'abord des tout petits signes d'autocensure et puis ensuite plus généralement des signes encore plus forts jusqu'à finalement un total effacement de son propre discours au profit du discours qui devient désormais dominant. Hakim El Karoui, généralement quand on manie des sujets comme l'islamisme par exemple, on est sur des notions abstraites. Là, le grand mérite, je trouve, de ce document, c'est qu'on est dans le concret, on est dans la vie de tous les jours, on est dans les boutiques qui vendent des jouets, on est dans les boutiques qui vendent des livres, on est dans les écoles, etc. C'est ça qui est frappant aussi dans ce document. On voit ce que c'est, l'islamisme, c'est une idéologie, c'est pas une religion, c'est une idéologie au sens où c'est une lecture du monde, une lecture de la religion, puis une volonté d'organiser la société. Et donc ce qu'ils font là, c'est qu'ils mettent en profit, ils mettent en pratique, y compris pour faire du profit d'ailleurs, parce que l'islamisme est très tourné vers le business, ils mettent à profit des activités économiques pour organiser la société. Et le point de vue, c'est qu'on est dans un pays de liberté, et la difficulté pour la démocratie et la République, c'est comment on répond à ça, qui est une idéologie, qui n'est pas une organisation, qui, à part pour certains extrémistes, n'appelle pas à la violence, et comment on fait pour maintenir un système de droit et de liberté, et en même temps lutter contre ces gens qui, à l'évidence, petit à petit, veulent grignoter ces libertés, notamment la liberté des femmes. On est dans un combat, Marc Weitzman, et certains le vivent au quotidien, ce combat-là. Oui. Pardon. Ce qui est frappant, effectivement, je suis assez d'accord, la scène finale dans la classe, c'était une des scènes qui m'a le plus frappé, parce qu'on voit là, chez les gamins en particulier, un apprentissage du silence, une difficulté à exprimer la crainte de blesser l'autre, qui devient vraiment un instrument d'autocensure, parce qu'il ne faut pas insulter les croyances, parce qu'on ne sait pas non plus comment l'autre va réagir. Et cette dynamique-là, sous couvert de respect, installe une forme de peur qui n'est pas dite. Alors, ce qu'il y a de neuf par rapport à l'avant-Paty, c'est qu'effectivement le meurtre de Samuel Paty a changé quelque chose, un certain nombre de choses qui ne se disaient pas avant, y compris ce documentaire d'ailleurs, je pense qu'il y a 2-3 ans aurait été possible, aujourd'hui se disent, donc ça crée, il y a une tension supplémentaire, ce meurtre, alors que une tension que n'avait pas réussi à installer, si je puis dire, les attentats du 13 novembre qui avaient sidéré la population. Là, le meurtre de ce seul professeur a finalement fait sortir du bois un certain nombre de choses, un certain nombre de problématiques et une tension, une brutalité aussi qu'il n'y avait pas avant. Ça a son bon côté, son mauvais côté, mais c'est peut-être nécessaire en ce moment. On va continuer à en parler dans un instant, une toute petite pause. On va revenir sur un certain nombre de scènes marquantes de ce document Ligne Rouge. À tout de suite sur BFM TV.